Hello, hello la team Medical Medium. Dans ce nouvel épisode, je vous propose 2 résumés issus du podcast Anges, démons et outils spirituels de Medical Medium par Anthony William. Dans ces 2 résumés détaillés, il y aura la partie démons contre fantômes et la partie apparition de démons. Mon objectif est de rendre ces enseignements accessibles aux francophones en vous transmettant les points essentiels abordés dans cet épisode. Avant de commencer, je me présente brièvement. Je suis Pauline, la fondatrice de l'application mobile Spark Mindset, une app conçue pour créer et écouter vos playlists d'affirmations positives afin de reprogrammer votre subconscient. Très prochainement, vous pourrez également y enregistrer vos prières aux anges ainsi que vos méditations. J'ai récemment découvert les enseignements de Medical Medium et ils ont profondément résonné en moi. C'est ce qui m'a motivé à les traduire et à les partager pour en faciliter l'accès à la communauté francophone. Concernant cette traduction, j'utilise à la fois l'intelligence artificielle et des traducteurs. Bien que je m'efforce de rester fidèle au message original, il peut subsister quelques erreurs ou approximations. Par ailleurs, même si je dispose de la traduction du podcast, je ne peux pas, pour des raisons légales et de droit d'auteur, vous la transmettre dans son intégralité. C'est donc sous forme de résumé détaillé que je vous partage aujourd'hui les éléments clés de ces épisodes. Je précise également que je ne suis pas affiliée à Medical Medium, je ne suis pas affiliée à Anthony William. Mon intention est simplement de transmettre son message avec respect et clarté. Passons maintenant au résumé démons contre fantômes. Il y a plusieurs manières de voir le monde invisible. Certaines personnes ne croient pas du tout aux fantômes. D'autres croient aux fantômes, mais n'accordent aucune réalité aux démons. Et puis il y a ceux qui admettent que les deux, fantômes et démons, peuvent coexister dans notre réalité. Dans la majorité des cas, les gens ont plus de facilité à croire aux fantômes qu'aux démons. Beaucoup regardent des émissions paranormales ou ont vécu des expériences étranges, comme des objets qui se déplacent seuls, des poupées traînées à travers la pièce, ou des placards qui s'ouvrent brusquement avec des assiettes qui volent. Mais selon Anthony William, lorsque des manifestations aussi puissantes et physiques se produisent, on ne parle plus de fantômes. On entre dans le territoire des démons. Ce sont eux qui provoquent ce genre d'agitation violente. Et pourtant, la plupart des gens pensent avoir affaire à des fantômes quand ils vivent cela chez eux, ou en regardant des vidéos d'activités paranormales. Dans un cas marquant, une maison construite au début des années 1700 a été mise en vente. Un photographe est venu prendre des clichés pour l'annonce immobilière. Quand les photos ont été développées, l'une d'elles montrait une grande silhouette dans l'embrasure d'une porte. Cette figure avait une chevelure désordonnée et un visage tellement déformé qu'il semblait recouvert d'un masque épais et grotesque. Les spécialistes des phénomènes paranormaux auraient classé cela comme une apparition de fantôme. Un esprit peu amical, certes, mais toujours dans la catégorie des fantômes. En réalité, ce que cette photo captait, c'était un démon. Anthony William explique que les démons, une fois exposés, perdent rapidement de leur pouvoir. Mais plus on refuse de croire en leur existence, plus ils gagnent en force. Les démons aiment se dissimuler derrière les manifestations que les gens attribuent à tort aux fantômes. Et ils adorent qu'on blâme un fantôme innocent pour leurs méfaits. Concernant les fantômes, il est important de savoir que certains sont totalement innocents, d'autres non. Mais qu'ils soient bienveillants ou pas, les fantômes ne commettent pas d'actes agressifs ou dangereux. Un fantôme est composé d'un esprit et d'une âme réunis. C'est cette union qui forme l'apparition. L'esprit est ce qui permet à un fantôme de prendre une forme visible, une sorte de projection de son corps tel qu'il était de son vivant. L'âme, elle, est ce qui anime cette projection. Le corps physique, lui, repose dans une tombe ou a été incinéré. Un fantôme apparaît souvent dans les vêtements qu'il ou elle aimait le plus. Un enfant peut être vu en pyjama, un homme en costume et en haut de forme, une femme en robe de bal ou un autre homme en chemise de nuit boutonnée.
Ils peuvent aussi porter la tenue dans laquelle ils ont été enterrés, à condition que celle-ci soit celle qu'ils avaient demandée. Contrairement à une idée reçue, un fantôme n'apparaît pas forcément dans les vêtements qu'il portait au moment de sa mort, sauf si c'était ses préférés. Si vous voyez une apparition avec une tenue déchirée, ensanglantée, qui fait froid dans le dos, c'est très probablement un démon qui essaie de se faire passer pour un fantôme, à moins que cette tenue déchirée ait réellement été adorée de son vivant. Les fantômes s'attachent à des lieux spécifiques, maisons, immeubles, navires, écoles, hôpitaux, cimetières, routes ou autoroutes. Ils ne cherchent pas à faire du mal. Ils se déplacent dans les murs, marchent dans les escaliers, rôdent dans les greniers ou les sous-sols, arpentent les couloirs d'hôtels ou les ailes d'hôpitaux psychiatriques. Ils peuvent parfois être troublants, voire légèrement menaçants, mais jamais de manière excessive ou dangereuse. Il est rare qu'un fantôme ait une apparence horrifique ou morbide. Certains peuvent avoir l'air vides ou fantomatiques, mais ils n'ont pas d'allure démoniaque. En revanche, les démons, eux, peuvent adopter toutes les formes effrayantes, difformes, exagérées. Ils peuvent se métamorphoser en figures horribles, se faire passer pour des fantômes et prendre l'apparence qu'ils savent être la plus terrifiante pour la personne qui les perçoit. Il arrive qu'un fantôme habite un véhicule, même si c'est peu commun. Cependant, un fantôme ne peut pas commettre un crime en lien avec une voiture. Pas de vol, pas d'agression, pas de jeu de poule sur la route. Ces actes sont du ressort des démons. Ce sont eux qui poussent les gens à voler, provoquer des accidents ou agresser. Un fantôme peut accompagner une famille dans une voiture, par exemple, si celle-ci part en direction du cimetière. Mais il ne fera rien de mal. Les fantômes peuvent aussi habiter des navires, tout comme les démons, et parfois les deux sont présents, au même endroit, surtout lorsqu'un drame s'est produit sur les lieux, viol, meurtre ou toute autre tragédie marquante. L'énergie du drame peut imprégner l'endroit et un démon qui a participé au crime peut rester sur place bien après les faits. Anthony Williams explique que lorsque les enquêteurs du paranormal cherchent l'origine d'une hantise, ils s'intéressent à l'histoire des lieux, à ceux qui y sont morts. Mais les démons adorent qu'on cherche les mauvaises entités. Ils aiment que l'on accuse un jeune de 16 ans mort de la scarlatine, au lieu de voir le démon responsable de ce qui se passe actuellement. Les démons jouent des tours dans ces lieux, maisons, bâtiments, écoles, etc. Et ils prennent un malin plaisir à ce que l'on blâme l'esprit d'un innocent. Il y a une grande différence entre une photo de fantôme et une photo de démon. Plus l'apparition semble sombre, effrayante ou malveillante, plus il est probable qu'il s'agisse d'un démon. La plupart des photos soi-disant terrifiantes de fantômes montrent en réalité des démons. Beaucoup d'images anciennes ou modernes d'apparitions dérangeantes sont en fait des démons pris sur le vif. Un vrai fantôme ne ressemble pas à une créature effrayante. Il peut sembler mystérieux ou triste, mais il ne sera jamais déformé au point de susciter la peur, panique. Les fantômes ne jouent pas de tour démoniaque. Ils ne changent pas de forme pour devenir macabres. Et même s'ils peuvent ressentir de la tristesse ou de la colère, ce n'est jamais au point de jeter un couteau ou de renverser des meubles. Ils ne se montrent pas en faucheuse ou en cadavre décomposé. Au contraire, ils ressemblent plus souvent à ce qu'ils étaient de leur vivant. C'est la raison pour laquelle les vrais témoignages de fantômes décrivent souvent des personnes en apparence normale, même dans les histoires anciennes. Par exemple, une femme morte assassinée sur une route il y a 60 ans peut apparaître à un conducteur, marcher sur le bord de la route, monter dans la voiture, répondre calmement à des questions, sans jamais ressembler à une version mutilée ou sanglante d'elle-même. Dans de très rares cas, un fantôme peut apparaître comme il était au moment de sa mort. Mais même là, son apparence ne sera pas choquante ou abominable. Il n'aura pas l'air d'un squelette ou d'un cadavre en décomposition. Cela, seuls les démons peuvent le faire. Selon Anthony Williams, chaque fois qu'une apparition semble défigurée ou dérangeante, il s'agit d'un démon.
Les démons peuvent se manifester sous toute taille. Ils choisissent leur apparence en fonction des attentes de la personne. Si quelqu'un s'attend à voir une silhouette humaine, ils prendront cette forme. Mais souvent, leur forme réelle est bien plus petite, ressemblant à une poupée dérangée ou à une créature difforme. Un démon peut se matérialiser en une grande silhouette de plus de 2 mètres pour impressionner ou terrifier. Des photos peuvent les capturer sous cette forme, mais ce n'est pas un fantôme, c'est un démon, souvent confondu avec la grande faucheuse. Et non, papy ou mamie ne se manifesteront jamais avec un crâne ensanglanté ou un visage décomposé. Même si leur image peut paraître un peu différente, plus pâle ou plus sérieuse, ils garderont globalement l'apparence qu'ils avaient de leur vivant. Ils ne reviendront jamais sous forme démoniaque. Il est vrai que parfois, il est difficile de distinguer l'identité d'une apparition quand on ne voit pas bien son visage. Comme dans l'histoire du fantôme des montagnes russes, où des gens filment un manège vide et une silhouette apparaît brièvement sur une place censée être vide. Cela semble être un fantôme, mais en réalité, cela pourrait être un démon, profitant du danger inhérent au manège pour rôder. Les démons adorent les lieux dangereux, parcs d'attractions, fêtes foraines, etc. Ils cherchent à provoquer des incidents, à relâcher une vis, à créer des dysfonctionnements mécaniques. Et lorsque l'usure rend un manège plus fragile, ils peuvent pousser une personne à monter à ce moment précis, provoquant ainsi un accident. Parfois, un ange est présent aussi dans ces lieux pour sauver une vie, influencer une décision, détourner quelqu'un du danger. Il existe une lutte invisible entre ces deux forces. Les parcs d'attractions présentent un taux d'accident plus élevé que d'autres lieux. Pas autant qu'une ville dangereuse, mais proportionnellement plus. Ce sont des endroits où se côtoient des personnes honnêtes, des familles, mais aussi des individus aux intentions plus sombres. Ce fut déjà le cas dans les foires du XIXe siècle, comme à l'exposition universelle de Chicago, où un tueur en série attirait des femmes dans son hôtel, devenu tristement célèbre sous le nom de Château du Meurtre. Aujourd'hui encore, les parcs attirent des trafiquants, des agresseurs, des personnes mal intentionnées, au milieu de visiteurs innocents. Mais cela ne veut pas dire que les parcs sont mauvais, les lieux eux-mêmes ne sont pas à blâmer, il faut simplement être plus vigilant, comme dans une grande ville, un métro ou un stade. Parfois, lorsqu'un meurtre est commis sous l'influence d'un démon, l'âme de la victime devient un fantôme qui ne parvient pas à partir. Le démon lui reste aussi. Il continue de traquer cette âme comme si le crime n'était pas terminé. Même si le meurtrier humain est mort depuis longtemps, le démon reste actif. Mais attention, ce n'est pas parce que quelqu'un a été tourmenté par un démon qu'il deviendra lui-même un démon après sa mort. Une personne de cœur, même harcelée, même affaiblie, ne devient pas mauvaise après sa mort si elle a résisté au mal. Et les démons, en réalité, sont lâches. Ce qu'ils craignent le plus, c'est la foi. La foi véritable, la lumière intérieure les fait fuir. Les fantômes, eux, ne craignent pas cette lumière. Au contraire, ils peuvent y être attirés, apaisés, réconfortés. Passons maintenant au résumé détaillé de la partie apparition de démons. Il existe des expériences que l'on qualifie de paranormales, faute de mieux, des récits que l'on juge trop extrêmes, trop étranges pour entrer dans les cadres classiques de la psychologie ou de la spiritualité. Des histoires de présence invisible, de phénomènes inexpliqués, d'objets qui se déplacent seuls, de frissons dans la nuit sans courant d'air. Et parfois, au-delà des fantômes, se cache quelque chose d'encore plus insaisissable, les démons. Selon Medical Medium, également connu sous le nom d'Anthony William, les démons existent bel et bien, ils sont rares mais réels. Et leur mode d'action est bien plus structuré, spécifique et dérangeant qu'on pourrait le croire. Alors, que sait-on vraiment d'eux? À quoi ressemblent-ils? Que recherchent-ils? Et surtout, que peut-on faire face à leur présence?
Peut-on voir un démon? La question paraît absurde à première vue et pourtant, Medical Medium répond « Oui, cela arrive ». Les apparitions démoniaques sont extrêmement rares, mais pas impossibles. Elles peuvent se produire de manière directe lorsqu'une personne voit un démon en face à face ou indirecte, à travers des photographies, des vidéos ou encore des manifestations physiques ponctuelles. Dans la plupart des cas, une personne qui voit un démon ne le vit qu'une ou deux fois dans sa vie, souvent à une période précise, comme un été étrange, une année particulière ou un moment de crise. Le plus souvent, cela se produit la nuit pendant que la personne est dans son lit. Elle peut voir une silhouette au plafond, dans un coin de la pièce, ou avoir l'impression d'être à moitié dans un rêve. D'autres fois, c'est en conduisant la nuit sur une route sombre qu'on aperçoit une silhouette debout au bord de la chaussée, quelque chose qui n'est ni humain ni fantôme. Les démons dans les lieux publics, les hôpitaux. Les hôpitaux sont des endroits particulièrement chargés. Pour Anthony Williams, ce ne sont pas seulement des lieux de soins, ce sont des zones d'intense activité spirituelle où le bien et le mal coexistent. Il existe même une catégorie spécifique, le démon d'hôpital. Ces entités sont souvent repérées dans les services de soins intensifs ou dans les unités où les gens sont entre la vie et la mort. Medical Medium raconte le témoignage d'une infirmière qui, un soir, voit sur un moniteur de vidéosurveillance une étrange créature poilue bondissant sur le lit d'un patient. Elle court dans la chambre, accompagnée d'autres collègues, et découvre une scène glaçante, une entité sombre en train de sauter sur la poitrine d'un homme, juste avant que son cœur ne s'arrête. Le démon grimpe ensuite au mur, se glisse dans un coin du plafond et disparaît. Ces entités n'agissent pas comme des fantômes, elles ne traversent pas les murs, ne s'évaporent pas, elles grimpent, se déplacent comme des êtres physiques. Par où entrent les démons? Voilà un point fondamental dans les enseignements d'Anthony Williams. Les démons ne peuvent pas entrer n'importe comment. Ils ne peuvent pas traverser un mur au hasard. Ils ne peuvent pas entrer par une vitre, une porte ouverte, une fenêtre. Même une ouverture physique ne leur suffit pas. Il leur faut un accès énergétique précis. Et cet accès, c'est le coin supérieur d'une pièce, le point de jonction où un mur rencontre un autre mur et le plafond. Uniquement ce type de coin leur permet d'entrer sans y avoir été invités. C'est pour cette raison que certains démons sont photographiés perchés sur le haut d'une porte ou tapis dans un coin du plafond. Ils attendent, ils observent, ils ne peuvent entrer pleinement qu'en trouvant la brèche géométrique qu'ils peuvent exploiter. Démon vs possession. Il est important de faire la distinction entre un démon autour d'une personne et un démon à l'intérieur d'une personne. Si une personne est possédée, alors le démon entre en elle, où qu'elle aille. Si une personne est possédée, alors le démon entre avec elle, où qu'elle aille. Mais si la personne n'est pas possédée, le démon reste à l'extérieur, dans l'embrasure d'une porte, sur le perron, dans l'ombre d'un couloir. Et là encore, il cherchera à entrer par un coin en haut d'une pièce. C'est ce qui permet aux démons d'accompagner certaines personnes sans pour autant les habiter. Cela explique pourquoi certaines maisons semblent devenir sombres quand certaines personnes y entrent, même si elles ne sont pas elles-mêmes malveillantes. Les démons dans les photos. Les démons aiment se montrer dans les images et ce n'est pas accidentel. Parfois, ils choisissent d'être visibles, on les voit dans un miroir, sur le bord d'une photo, ou même sous la forme d'un double maléfique, d'une personne photographiée. Une photo d'un enfant qui sourit peut montrer juste à côté une copie de lui-même au regard sombre. Une femme peut apparaître deux fois sur une même image, l'une souriante, l'autre menaçante. Ou encore, la photo reflète l'arrière de sa tête dans un miroir au lieu de son visage. Ces manipulations ne sont pas des erreurs de développement ou des glitches numériques. Ce sont des interventions démoniaques directes et dans certains cas, ces apparitions ne sont même pas visibles à l'œil nu au moment de la prise. Elles n'apparaissent que sur l'image finale. Certains démons prennent même la forme de petites créatures de 15 à 45 cm pour ressembler à des petites poupées hantées, car ils savent que ces formes provoquent une peur instinctive chez les humains. Les dermes, ces démons discrets mais actifs.
Jusqu'ici, nous avons vu que certains démons se manifestent ponctuellement dans des lieux très spécifiques comme les hôpitaux ou encore à travers des photographies en se dissimulant dans les coins des pièces. Mais il existe une autre forme d'activité démoniaque plus subtile, plus insidieuse, qui fait partie de la vie de nombreuses personnes sans qu'elles n'en aient conscience. Medical Medium les appelle les dermes, un mot qui désigne différentes variétés de démons rebelles. Ces entités ne sont pas affiliées à des anges déchus et elles n'ont aucun plan diabolique à grande échelle. Ce sont plutôt des âmes humaines déformées, des esprits perdus, tordus, malveillants, mais souvent plus expiègles que stratégiques. Les dermes du push-pull entre farce et danger. Commençons par les dermes du push-pull, les plus connus et les plus fréquemment pris pour des fantômes. Ces entités provoquent des phénomènes que beaucoup associent à une activité poltergeist. Porte qui claque, jouet qui bouge seul, couverture tirée du lit, sensation de frôlement ou de pression sur le corps, objets déplacés sans explication, voire même chute inexpliquée dans les escaliers. Leur nom vient de leur manière d'agir, ils aiment pousser ou tirer. Cela peut aller d'une simple perturbation, faire tomber une poupée, à quelque chose de plus violent, pousser une personne dans les escaliers, dans de très rares cas. Ces dermes manipulent la gravité et leurs actions peuvent être désorientantes, épuisantes émotionnellement, voire dangereuses physiquement. Pardon. Et pourtant, dans la majorité des cas, ils ne cherchent pas à détruire, ils sont là pour créer du chaos, pour jouer avec les nerfs. Les dermes d'habitat, les squatteurs du monde invisible. Parmi les dermes les plus persistants, on trouve les dermes d'habitat. Ce sont les entités qui s'installent dans les maisons, les appartements, les lieux de vie. Ces démons sont territoriaux. Une fois installés dans un espace, ils y demeurent, parfois pendant des années, voire des générations. Ils aiment particulièrement les grandes maisons, les manoirs, les lieux avec du confort, du luxe, des objets de valeur. Ils s'attachent à certains meubles, des bijoux, des métaux précieux, parfois même à des vêtements. Et contrairement à certaines idées reçues, non, les cristaux ne font pas peur aux démons. Certains dermes les aiment, surtout les pierres précieuses. Avoir des cristaux chez soi peut être positif, mais ce n'est pas une protection absolue contre les entités malveillantes. Les dermes d'habitat peuvent s'asseoir à la table du salon, s'allonger sur le canapé, se glisser dans les couloirs, comme s'ils faisaient partie de la maison. Et ce, même si les habitants ne sont pas possédés. Une famille peut vivre en toute innocence avec un derme d'habitat installé discrètement depuis longtemps. Les dermes du cheval solitaire, les imitations trompeuses. Autre variété, les dermes du cheval solitaire, ces entités sont indépendantes et souvent confondues avec des esprits. Elles peuvent accompagner un meuble ancien, hanter une maison vide, ou même interagir directement avec les habitants en tirant les couvertures, secouant les lits, provoquant des sensations de contact. Les femmes sont souvent les plus touchées par ces manifestations, ressentant une présence oppressante, des touchés non consentis ou une impression d'être tirées ou bousculées. Ces dermes aiment imiter les fantômes pour mieux tromper l'observateur. Quand une chaise traverse la pièce ou qu'un livre est projeté contre le mur, il est facile de croire à un esprit en colère, mais bien souvent, il s'agit d'un cheval solitaire, un démon en quête d'impact émotionnel mais sans mission supérieure. Les autres dermes, plafonds, singes, etc. Il existe aussi des variantes rares, les dermes de plafond, qui pendent à quelques centimètres du plafond, comme des araignées. Ils apparaissent brièvement quand on est semi-conscient, souvent la nuit. Ils ne sont pas dangereux mais peuvent être perturbants. Les dermes singes, qui ont une forme simiesque et se déplacent très rapidement. On croit souvent les avoir vus du coin de l'œil, mais ils ont déjà disparu. Toutes ces formes visent à créer la peur, à déséquilibrer le mental, à installer l'incertitude. Et selon Medical Medium, la raison est simple. Il est beaucoup plus épuisant pour un démon de se manifester en forme humaine. Cela leur demande une immense quantité d'énergie, au point qu'ils peuvent s'affaiblir durablement, voire s'éteindre s'ils en abusent. C'est pour cela qu'ils choisissent souvent des formes petites, diffuses, effrayantes, mais énergétiquement économiques. Le pouvoir du sifflement.
Il y a des choses dans la vie qui paraissent trop simples pour être puissantes. Un claquement de doigts, un regard, un souffle et parfois un sifflement. Oui, un simple sifflement. Dans ces révélations étonnantes, Medical Medium nous parle d'un outil peu connu mais extrêmement efficace pour interrompre l'activité démoniaque. Le sifflement conscient, utilisé comme acte de libre arbitre spirituel. Alors, comment cela fonctionne-t-il et pourquoi un démon, cette entité censée dépasser les lois humaines, serait-il perturbé par un geste aussi banal? Le sifflement, un choc pour la fréquence démoniaque. Pour comprendre ce mécanisme, il faut d'abord savoir que les démons ne vivent pas uniquement dans l'ombre ou dans la matière, mais avant tout dans une fréquence vibratoire spécifique. Ils émettent une sorte de musique énergétique inaudible pour l'oreille humaine, semblable à un ultrason ou un sifflement de chien. Cette fréquence leur sert à se déplacer dans les espaces, à protéger leur territoire contre d'autres démons et à influencer subtilement les humains en modifiant leur propre champ vibratoire. Quand une personne siffle, elle interrompt ce flux. Mais pas n'importe comment. Ce sifflement doit être intentionnel, net, court, direct, comme un signal conscient d'opposition. Pas besoin qu'il soit très fort, mais il doit être délibéré. Et c'est là que se produit le choc. Pourquoi les démons réagissent au sifflement? Le sifflement perturbe un démon à deux niveaux. Au niveau énergétique, il brise la fréquence sur laquelle le démon voyage. Imagine un train lancé sur des rails invisibles. Le sifflement, c'est comme si tu brisais un morceau de rail. Le démon ne peut plus continuer son mouvement fluidement. Il est déconnecté pour un instant. Au niveau psychique, le sifflement est aussi un appel de conscience. Il annonce « Je sais que tu es là ». Et pour un démon, cette prise de conscience humaine est dévastatrice, car la force des démons repose sur l'ignorance de leur existence. Tant qu'un être humain ne sait pas qu'un démon rôde, ce dernier peut exercer ses influences librement. Mais au moment où une personne siffle avec intention, elle brise cette ignorance, et pour l'entité, cela revient à perdre sa couverture, son camouflage. La mémoire humaine est démoniaque. Il y a une autre raison pour laquelle les démons réagissent au sifflement. Une raison plus subtile mais très puissante. Les démons étaient autrefois humains. Ils ont gardé en mémoire ce qu'un sifflement représente. Un signal d'alerte, une interpellation, une rupture dans le flot de pensée. Depuis des siècles, un simple sifflement a toujours eu le pouvoir d'attirer l'attention immédiatement. Même dans les cas où il ne nous était pas destiné, nous nous arrêtons, nous nous retournons, nous nous écoutons. Pour les démons, ce réflexe humain est toujours actif dans leur mémoire d'âme. Ainsi, lorsqu'ils entendent un sifflement, ils sont instinctivement ramenés à leur ancien état, ce qui déstructure leur fréquence actuelle et les pousse parfois à fuir temporairement l'espace. Comment utiliser le sifflement chez soi? Anthony Williams conseille de siffler régulièrement chez soi, même en l'absence de phénomènes visibles. Quelques secondes suffisent. En entrant dans une pièce où on se sent mal à l'aise, après un cauchemar étrange, lorsqu'on perçoit un changement subtil d'ambiance dans la maison. Ce n'est pas une méthode d'exorcisme ni une solution définitive, mais c'est un acte de perturbation vibratoire qui interrompt le travail d'un démon et lui montre qu'il a été repéré. Et cette simple interruption peut éviter une emprise, protéger un enfant sensible ou ramener la clarté dans un espace confus. Ce que le sifflement n'est pas. Le sifflement ne remplace pas un travail de nettoyage énergétique profond, il ne bannit pas les démons, il ne les détruit pas. Mais c'est une arme simple, gratuite, accessible que chacun peut utiliser pour reprendre autorité dans son propre espace. Il faut savoir que beaucoup de pratiques spirituelles populaires ne sont pas toujours efficaces. Brûler de la sauge ne fait pas fuir les démons. Poser des cristaux ne les repousse pas nécessairement. Faire appel à des experts mal préparés peut même inviter davantage d'entités. Le libre arbitre conscient, symbolisé ici par un simple sifflement volontaire, est parfois plus puissant que bien des rituels ésotériques compliqués. Conclusion.
reprendre le pouvoir sur l'invisible. Ce que nous enseigne Anthony Williams, à travers ses révélations sur les démons, c'est que l'invisible n'est pas un domaine réservé aux initiés. Il n'est pas nécessaire d'être médium ou chaman pour ressentir, agir ou se protéger. Le monde des démons existe, certes rare, mais bien réel, et surtout il répond à des lois spécifiques. Ils entrent par les coins, pas par les portes. Ils ne se montrent que s'ils le choisissent. Ils s'attachent à certains lieux, objets, personnes, et leur plus grande peur, c'est que tu saches qu'ils sont là. Le sifflement devient alors un acte de lucidité, un rappel de ton pouvoir intérieur, un coup d'épée dans le tissu invisible de leur fréquence. Ce que tu ressens parfois comme un frisson, un regard derrière toi, une sensation dans une pièce sombre, ce n'est peut-être pas ton imagination. Et même si ce n'est que ça, ce simple doute suffit à poser un acte, siffle. Affirme ta présence, réclame ton espace et rappelle à l'invisible que tu es vivant, conscient et maître de ton environnement. Car dans ce monde, le mal agit dans l'ombre, mais la lumière commence toujours par un choix. Voilà, c'est la fin des résumés. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve très vite pour la suite des résumés. Bye bye.